Je m'appelle Bernard Messerly. Je suis conservateur du potager historique du château de Prangin, qui est le siège roman du Musée national suisse. Ouais, ça va extra. Là, la combine de déplacer des tuyaux percés en mettant, je sais pas, 4 avec une bifurcation. Puis du coup, ben, tu ouvres et puis tu as le temps d'aller désherber des trucs. C'est pas, non, ça n'a toujours pas passé la rampe. Ah bah Bernard, c'est le grand savant. Moi, je suis un praticien et lui, c'est le savoir. Et il connaît beaucoup de choses. Moi, j'en connais un petit peu, mais pas autant que lui. C'est bien. Elle ne mérite que ça, ou bien? Si tu le dis. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Extra. Ouais. Et Jeune toi? retraité. Bah, tu vois. Quelques jours. Exact. Alors, j'ai pas le droit de passer là, donc je vais... C'est très classique comme organisation. On a 4 carrés qu'on va retrouver dans les jardins des abbayes, des cloîtres, des couvents, etc., qui sont d'ailleurs issus d'une géométrie de Perse, qu'on appelait paradeisos, c'est d'ailleurs un mot synonyme de jardin, ce carré étant le symbole de la perfection. On peut dire que l'Orient nous a influencés dans les jardins chrétiens ensuite, de telle sorte que ces carrés, en fait, vont permettre de disposer des allées qui donnent l'impression d'une situation cruciforme, donc rappelant la croix, mais également les fleuves du paradis qui rejoignent le bassin de la purification, le bassin de la bénédiction qui est au centre. La démarche de ces carrés thématiques, elle n'est pas authentique ou historique. C'est étant des barons, il ne devrait pas y avoir des carrés à thème condimentaire, thème médicinal, thème parfum ou thème domestique. Voilà. C'est plutôt muséographique. C'est quelque chose qui fait sens dans un musée, mais pas dans la vie de tous les jours, dans un jardin cultivé, quoi. Scénographique. J'ai passé plus de 10 ans au château. Je m'en vais avec une certaine émotion. Je vais passer la main à Stéphane, qui va reprendre brillamment la chose.
Alors ici, la fleur, c'est pas pour la gastronomie parce qu'on va pas manger la fleur de la campanule. Par contre, on est intéressé par la racine, notamment la racine de la campanule réponse, qui était consommée crue d'ailleurs dans les salades. On a aussi les, non, elles sont là, pardon, les côtes de bête, voilà, aussi déclinées en plusieurs couleurs, hein, ça t'as déjà remarqué. En jaune, Voilà. rouge. Ouais. Le cas en rouge. Malheureusement, une stabilité passagère. Dès qu'on la cuit, on la passe à l'eau, évidemment, on va perdre ses pigments décoratifs. Mais ça permet au moins au niveau du potager de le rendre très décoratif. D'un côté ici, on a les courgettes et là les courges. Et on est frappé de voir une chose, c'est qu'on est dans les cucurbita, alors que tu as vu au début de la ligne, Là, c'est une lagenaria. ouais, la genaria, donc la calebasse, hein, la calebasse, la gourde quoi. C'est d'origine africaine et on voit qu'encore aujourd'hui on travaille ces calebasses, soit pour des gourdes, soit pour des instruments de musique, c'est assez marrant. Dans les plantes tinctoriales, on a les plantes qu'on avait dans le jardin déjà, comme le cardon. Par exemple, on a l'indigotier ici, et puis en rouge, la garance, je ne la vois plus, elle doit être un peu plus là derrière. Je crois qu'elle est juste là derrière. Ah voilà, voilà. Pratiquement toutes les plantes sont potentiellement tinctoriales. Après, est-ce que ça vaut la peine d'extraire ces teintes, ces pigments? On peut discuter. Donc on a l'impression qu'elle vient de sortir de la forêt, cette petite septangueule qui s'appelait la muscatelle dans la pomologie du XVIIIe siècle du Duhamel du Monceau. Et Pline l'Ancien, 40 ans après Jésus-Christ, nous dit que la superbe, il l'appelle la superbe, rattrape sa petitesse par une grande précocité, effectivement, autour du 20 juin déjà, on a les premières poires, et par son goût musqué également. On va goûter. C'est assez convaincant. J'ai fait tremper ça dans l'alcool pendant 3 mois. Après, il faut mettre ça au chocolat. Bernard Messerly, c'est l'instigateur de ce jardin et de ce qu'il est devenu ces 12 dernières années. Et Bernard, c'est le jardin, et le jardin, je pense que c'est Bernard. Va et découvre ton jardin, ton potager. Voilà déjà la clé. Merci. Il va falloir que je travaille sur les cheveux. Hein. Merci Bernard. Merci à toi. Prendre en main si grosse responsabilité. Bravo. Merci. Que si vous avez un avant-toi qui retient les infrarouges qui sortent du nid. On organise une rencontre de jardin avec des spécialistes et on a réussi à inviter Antoine Jacobson, responsable du potager du roi à Versailles. C'est 2 degrés et c'est très très sensible en fait. J'ai jamais entendu ça. C'est une question on va dire que la Quintigny est la plupart dans C'est un personnage très ouvert, très sensible, qui a un bon bagage historique, c'est un historien, et qui se laisse volontiers brasser dans différentes idées. C'est un personnage que j'aime beaucoup et dont j'ai profité quelquefois, soit de lui, soit de ses jardiniers, pour aller me perfectionner au potager du roi de Versailles. On va aller voir les petites poires septangueules où elles en sont pour voir si c'est elles qui vont gagner par rapport aux cerises. Allons-y. C'est ma première visite ici, au château de Prangin, pour voir le potager historique de ce château du XVIIIe siècle. Je me suis levé ce matin, j'ai fait le tour, rien n'était ouvert, et sans faire exprès, j'ai pris les petits chemins, j'ai longé les murs, et j'ai trouvé un endroit où, oui, on peut rentrer dans le potager de Prangin, discrètement. Et donc j'ai pu me promener un peu avant que ça s'ouvre, et en quelque sorte, on va dire, m'imbiber, absorber. C'est intéressant. Bernard Messerly a un esprit ouvert.
Et quelque part, c'est ça qu'on cherche dans ce jardin et à travers les contacts avec Bernard. Corinne, regarde notre généreuse récolte. Haricots, courges. Oh, c'est toujours un moment émouvant. Et puis il y en a beaucoup, Ouais, c'est génial. Ouais, un petit carré comme ça, il y en a pas mal. Et ça, ah pour yes, pour la décorer salade. pour la Ouh, salade. ta. tu as vu ce que ça sent, la bourrache? Ça sent la bourrache. Bon, ces petites salades, on rajoute quelque chose ou pas? Mais dommage Elles qu'on sont n'ait pas de bonnes, hein. capucine cette année, ça serait. Ah ouais, top. c'est dommage. Ouais. Ouais, j'adore les capucines, bon, ma foi. Voilà, on n'a pas mis cette année. Bon, j'ai eu un long téléphone avec Chloé. Je vais m'occuper du petit. Je jouais enfin mon rôle de grand-père. Ouais, Ben ouais. tu te réjouis. Ouais, il était derrière le téléphone, il avait l'air bien. Bien rigousse, bien actif. Il se réjouit aussi de te voir. Ouais, ben ouais, Ouais, c'est super. c'est réciproque. Le grand-père. C'est sûr que si j'ai plus toutes ces activités, que je suis un peu grabataire, n'ayons pas, je sais pas, non. Eh ben, les livres vont me sauver parce que chaque livre est une entrée dans un monde, dans le monde de la personne qui a fait le livre. Tous ces livres, ils m'agressent chaque jour et ils veulent tous me raconter des histoires. Je dis, toi, j'ai pas le temps, mais toi, peut-être j'ai le temps de regarder un peu ce que tu vas me raconter, etc. Donc, je cours un peu d'un livre à l'autre, entre le jardin, la musique et tout ça. Et le jour où je peux vraiment lire, et je ferai ça, c'est clair. Ouais, ouais. La première fois que j'ai visité le potager du roi à Versailles, j'ai été fasciné, complètement, quasi halluciné. C'est surréaliste, je veux dire, des dimensions qu'on ne connaît pas. C'est pas un simple potager, c'est un véritable monument. Moi, dans le jardin, je me promène. Je sens, je hume, j'écoute, je goûte. Je me vois quelque part entre cuisinier et chef d'orchestre.
Nous sommes ici sur la terrasse du potager du roi, donc ce jardin de plus de 9 hectares créé à la demande de Louis XIV par Jean-Baptiste de La Quintinie pour faire partie de ce gros projet qu'est Versailles, qui est une sorte de machine à communiquer le modèle culturel français. C'est un site historique qui a constamment répondu aux enjeux de son époque. En réalité, c'est un jardin qui a toujours essayé de rêver le futur. Louis XIV voulait un potager, un jardin nourricier à la dimension de son château. Et donc il a créé ici, donc, nous aujourd'hui on appelle ça en hectares, donc 9,2 hectares. Et 18 fois plus grand que notre potager de Prangin. oui, mais bon, ça correspond aussi à la dimension du bâtiment. Bien sûr, ouais, et puis du domaine. Et il l'a divisé, il l'a fait diviser en morceaux. Quelque part pour moi c'est l'archétype du jardin nourricier tel que notre culture occidentale l'imagine. Alors justement, jardin fleuriste, la proportion fleurs-fleuristes, elle était très faible de La Quintinie, si j'ai bien compris. La Quintinie et ses successeurs ne cherchaient pas Non. la fleur. La fleur. Il avait un jardin fleuriste pour créer des bouquets pour la table ou pour les, comment on les appelle, pour les corsages. Ah voilà. Donc il y avait un jardin où il produisait quelques fleurs. Pour faire les bordures au XVIIe, XVIIIe, c'est plutôt ce genre de choses. Alors, c'est pas cette plante, mais c'est les arbres aromatiques. Oui. Là, Oui. c'est avec de la ciboule de Chine. Hein. Si vous n'avez pas peur de l'ail, c'est une pièce de viande rôtie. On met juste quelques fleurs blanches et puis Ah ouais, il y a un ail légèrement citron, Oh. légèrement sucré. C'est intéressant. Ah, C'est pas du tout la même chose. magnifique. Hein. Mais ça, c'est très 19e. C'est la manière qu'on essayait de bourrer l'espace d'un tas de choses. Ce jardin est basé sur l'échange. Dans les échanges que j'ai eus avec Bernard Messerli, moi, j'ai appris beaucoup de choses. L'histoire de ce jardin est complet. Il se complétera, mais il faut comprendre son évolution et ensuite se décider sur ce qu'on veut en faire aujourd'hui. Jean-Baptiste de La Quintinie avait affirmé qu'il faut que le jardin évolue. Le jardin ne doit pas rester figé. Donc s'il Le évolue, métier de jardinier, c'est faire de la nouveauté. Voilà, tout est possible. Alors ça, c'est une notion très intéressante qui évite de laisser s'empoussiérer un jardin historique parce qu'on aurait tendance à avoir envie plutôt d'avoir que des éléments authentiques de l'époque. On va partir à gauche parce que j'ai envie de vous montrer un autre espace. Il y a des règles dans la culture et je ne suis pas certain qu'au XVIIe, XVIIIe siècle, ils avaient assez confiance dans le futur pour bouger les règles. Par contre, dans un lieu d'expérimentation comme ici, ils étaient en train de changer tout le temps. Le but de ce jardin, c'était de faire de l'extraordinaire. Et faire de l'extraordinaire, c'est pas faire comme avant. La plupart des gens qui viennent ici veulent voir le passé. On vient dans un jardin historique pour voir le passé. Mais moi, je me suis dit, et j'ai envie de travailler sur ça dans les années à venir. Alors, peut-être que j'ai trop regardé Matrix. Tu manges ça comme ça. Ah, étonnant. Et tu peux faire des sorbets avec ça, non? Absolument. Incroyable. Ouais. Ah mais non. Il faut de la beauté dans notre vie, que ça soit visuel,
olfactive ou gustative. Mais ça parfume, Ouais, magnifique. ça ajoute de la couleur. Ouais. Il ne faut pas le C'est négliger. subtil en Ça. plus. Et là, concrètement, je suis en train de venir voir si les Sainte-Catherine sont mûres. C'est une affiliée. Ah oui, une affiliée. Parce que c'est mon prunier préféré. Ah. Et quand je vois des prunes par terre là-dessous, je sais que j'ai quelque chose de bon. Parce que quand ils commencent à tomber, C'est bleu, ouais. Allons, c'est comme ça. Oh là là, c'est la confiture, ça. c'est donc de la Sainte-Catherine. On n'est pas seul à s'y intéresser. Comment est-ce qu'on peut préparer le futur? Mais c'est introduire l'agriculture en ville. C'est ça, hein? Et est-ce qu'on est toujours un jardin du XVIIe quand on fait ça? Santé Bernard. Santé à tout le monde et à nous en particulier. La musique. Donc nous sommes ici au bois de chêne de Genelier. Il y a 120 hectares de réserve naturelle et il y a une ferme château là qui est tout près de nous. Et attenant à cette ferme château, il y a ce potager qui va désormais être historique, quoi. Il était un peu caché dans la broussaille et maintenant on le réhabilite. Un jardin, c'est toujours un espace domestique, donc quand même, il faut le dire, cultivé, qui se trouve quand même en sandwich, normalement, entre un milieu construit, en l'occurrence une ferme-château de la fin du XVIIe siècle, et un endroit, un environnement. Cet environnement ici, il est clairement forestier, le bois de chêne, on pouvait s'en douter un peu. Là, on revient de Versailles, et l'environnement de Versailles, c'est un jardin urbain. Et donc, il faut jouer un petit peu avec cette interface entre ce milieu construit et ce milieu, cet environnement qui existe déjà là. Je suis l'inspecteur des travaux finis puis des travaux commencés, quoi. Je suis un peu comme à Prochain, c'est-à-dire que tout le monde me félicite pour ce beau... Non, pas tout le monde, heureusement. Félicite pour ce magnifique jardin potager, mais en fait, je suis le conseiller pour faire des options, si possible, historiques. Alors Bernard, je veux dire, c'est un peu notre mentor pour le potager. Il nous a beaucoup coaché sur l'aspect historique, en fait, qu'on ne connaissait pas du tout. En tout cas, nous on faisait un peu au feeling, hein, on va dire, le potager, puis un peu à nos expériences, mais c'est vrai que ça nous a bien aidés. Puis c'est quelqu'un d'exceptionnel. Et il y a une partie qui revient historique maintenant, je pense, avec essayer de trouver les techniques d'antan. On dit toujours les remèdes de grand-mère. Et en parlant à la génération de mes parents ou de mes grands-parents, c'est très différent, et qu'on essaie de revenir à cette génération, en fait, de 2-3 générations avant, qui avait en fait cette manière de faire qu'on a perdue. Et maintenant, on a envie de revenir à cette époque-là, donc je le vois comme ça aussi. Ouais. On voit que le climat est en train de changer, et donc il nous faudra un panel, un choix de variétés pour recréer des nouvelles variétés, que c'est indispensable. C'est vraiment dans les vieilles casseroles qu'on fait de la nouvelle cuisine, c'est un peu ça. Je
crois à l'avenir, je suis un optimiste. Moi, je pense que l'humain, il est assez malin pour se dire qu'on doit développer un esprit communautaire sur cette planète qui fait qu'il y a une solidarité, qu'on soit au nord, au sud, à droite, à gauche. Et je crois beaucoup en ça. Je crois qu'à un moment donné, on n'aura pas le choix que d'avoir un projet commun sur la planète. Et ce projet sera de diminuer complètement cette consommation effrénée, ce besoin de bouger partout, cette mondialisation folle. On sera presque condamné à vivre intelligemment l'humain avec l'humain, que l'humain soit en accord avec l'humain au sens très élevé du terme, vraiment.